tous, je vais donc vous parler de cette 8e circonscription de la Loire-Atlantique. On pourrait dire abusivement que c'est simplement Saint-Nazaire, notre principale sous-préfecture, ce serait un peu réducteur pour le coup. Même si Saint-Nazaire, effectivement, c'est 2/3 de l'électorat de cette circonscription. Et on sait toutes les particularités politiques, sociologiques de cette ville depuis un siècle et demi. Ces particularités, elles les conservent, c'est-à-dire une gauche socialiste assez forte. Mais en même temps, les temps changent. Et le Parti socialiste a perdu tout de même, selon les modes de calcul, entre 2/3 et 3/4 de ses voix d'une élection présidentielle à une autre. Alors toutes ces voix ne se sont pas naturellement transvasées vers le Front National, mais tout de même, nous sommes en augmentation constante à Saint-Nazaire en suffrage et en pourcentage. Et puis, le 3e tiers de cette circonscription, ce sont les 12 autres communes, avec un triptyque de communes de 7000 habitants, Trignac, Pontoise, Donge, où nous faisons nos meilleurs scores, c'est-à-dire des vraies zones de force où nous sommes entre 36 et 40% en second tour, et en premier tour nous sommes à peu près à un quart des voix. Il y a Savenay, notre ancienne sous-préfecture, qui est exactement à l'équidistance de Nantes et Saint-Nazaire, où quand on passe à côté de Savenay, on se dit oh, c'est pas une ville terrible. Et en fait, quand on est à Savenay, quand on regarde les villes à côté, on se dit vraiment que c'est une ville assez riche vis-à-vis de ce qu'il y a à côté, parce que les autres petites communes, Quilly, Cambon, Boué, Lavaux-sur-Loire, c'est vraiment le bout du monde. Ce sont des communes où, par exemple, à Prinquiau ou à Lavaux, vous n'avez pas de distributeur bancaire. Ce sont des communes où, lorsque vous allez au café, comme nous allons au café après avoir collé ou tracté, on nous demande d'où on vient, on dit nous venons de Saint-Nazaire, et on voit qu'il y a une forme de surprise, de curiosité dans le regard, parce que Saint-Nazaire est déjà considéré par les habitants de ces communes comme une ville riche, un peu lointaine, même si elle est à 15 ou 20 km. Voilà. Donc c'est une commune assez populaire, encore assez ouvrière, même si là aussi Macron a fait un score, mais je ne suis pas certain que ce score sera pérenne. Et France Insoumise a repris les voix du feu Parti communiste finalement. Mais heureusement pour nous, nous serons forts de leur faiblesse et à cause de la concurrence entre un candidat France Insoumise et un candidat Parti communiste, ils se mangeront mutuellement. Et nous avons donc des chances raisonnables, soit d'être premier au premier tour, soit d'être deuxième, mais qualifié tout de même dans un second tour, contre l'une ou l'autre des candidates officielles du gouvernement, entre la speakerine officielle du gouvernement qui est Audrey Dufeu-Schubert, candidate de La République En Marche, inconnue il y a de cela 3 semaines, qui n'a de proposition sur rien, qui, lorsque l'on l'interroge sur le logement social, nous dit des lieux communs, des généralités. Oui, il faut du logement social. Évidemment qu'il faut du logement social, ce n'est pas la question qu'on lui pose. Et puis, de manière générale, elle n'a d'opinion sur rien, d'opinion sur aucun des grands sujets structurants du département, notamment, par exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou la centrale thermique de Cordemais. Elle est dans un flottement perpétuel. La deuxième de ces candidates officielles, entre guillemets, c'est celle qui voudrait bien reprendre le mandat de la députée socialiste, Marie-Odile Bouillet, Lauriane Degnaud, une apparatchik du Parti socialiste, l'ancienne directrice nationale du mouvement des jeunesses socialistes. Voilà, cela fait 15 ou 17 ans qu'elle fait de la politique de manière professionnelle. Elle est adjointe à l'urbanisme de Saint-Nazaire, elle est donc comptable de la politique municipale de M. Samzin. Elle sera comptable demain si nous avons une 4e mosquée à Saint-Nazaire. Elle devra rendre des comptes sur cela et d'autres sujets. Alors, nous menons campagne, nous ne menons pas campagne sur notre nom depuis 6 ou 7 mois, même si depuis 6 ou 7 mois, nous sommes sur le terrain, d'abord pour faire gagner Marine Le Pen. Ça n'a pas marché, mais nous avons quand même, là aussi, engrangé de nouveaux contacts avec les coupons-réponses. Nous avons rencontré beaucoup de gens, nous avons sympathisé dans les petits villages ruraux avec beaucoup de gens, puisque les gens voyaient qu'il y avait des gens dans la rue qui distribuaient des tracts, comme ça, le dimanche après-midi. Nous étions parfois les seuls militants qu'ils voyaient durant la campagne présidentielle. Et nous boitions avec quelques camarades 2 jours par semaine pendant 6 ou 7 mois. Et puis, depuis la mi-mai, nous sommes 7 jours sur 7 sur le terrain. Le matin, classiquement, nous faisons des marchés, et puis l'après-midi, nous boitons. Et puis, à côté de cela, il y a un certain nombre de réactions à donner, et puis de débats où nous honorons, nous sommes présents dans les débats. Puisque
les autres grands candidats, souvent, ils ne sont pas présents dans les débats. Pour notre part, nous avons participé à tous les débats auxquels nous avons été conviés. Et nous avons défendu un petit nombre de propositions, mais qui sont des propositions dont nous savons que nous les tiendrons si nous sommes élus, si je suis élu à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas ici de faire un catalogue, mais peut-être pour résumer quelles seraient ces 3 propositions phares. Il y aurait tout d'abord, si je suis élu à l'Assemblée nationale, le fait de porter un premier projet de loi qui serait ce principe de priorité nationale auquel nous sommes tous très attachés au Front National. Que les Françaises et les Français soient prioritaires dans l'accès au logement, a fortiori le logement social, dans l'accès à la protection sociale, dans l'accès aux emplois. Et non seulement il faudrait ce principe de priorité nationale, mais il faudrait également le constitutionnaliser pour le rendre solide, l'inscrire dans la Constitution de la République française et qu'il en soit fini de cette situation de fait, aujourd'hui, de préférence étrangère. Deuxièmement, il faut, je crois, porter, ne serait-ce que de manière symbolique, si nous n'avons pas de majorité parlementaire, et puis si nous avons une majorité, ça deviendra là aussi du concret, porter un amendement concernant un sujet qui, localement à Saint-Nazaire, et notamment au chantier naval, nous touche beaucoup, qui est celui du détachement des travailleurs. Ces travailleurs étrangers d'Europe centrale et orientale qui menacent nos salaires, qui menacent nos acquis sociaux, et qui surtout ne financent pas notre système de protection sociale, puisque leurs cotisations sociales, elles arrivent dans leur pays. Eh bien, il faudra bien un jour non seulement une sortie de l'Union européenne, une sortie des institutions européennes, et subséquemment une abrogation de cette directive Bolkestein des travailleurs détachés. Et puis une troisième proposition plus personnelle vis-à-vis d'un sujet qui a été beaucoup évoqué, notamment par la candidate socialiste durant cette campagne, celui de la transparence, de la moralisation de la vie publique. Il est mieux de la faire que de la dire. Et moi j'observe que les indemnités parlementaires, qui sont à peu près de 7 200 € mensuels, me semblent tout de même beaucoup trop élevées pour l'usage qui en sera fait, qui sera simplement de siéger à l'Assemblée nationale et de prendre part à des commissions, si toutefois l'on est assidu, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'assiduité. Alors je proposais que, dans la mesure où je ne pourrais pas moins toucher, je céderais de moi-même 1/5 de cette indemnité, c'est-à-dire 1 400 € à trois associations qui sont chères à mon cœur, et nous en avons débattu en bureau de campagne. Ce sont les Petits Frères des Pauvres, la SPA, et puis l'association des paralysés de France, une association qui s'occupe de handicap. Ce sera, je crois, un usage bien meilleur de cet argent que simplement en bénéficier, en jouir égoïstement. Voilà pour la 8e circonscription. Mais vous portez toutes et tous, chers amis, chers camarades, des combats respectifs qui sont éminemment respectables, éminemment d'actualité. Vous êtes éminemment dans le réel. Évidemment que dans la première circonscription, Guylaine est dans le réel lorsqu'elle prétend que le règne de François de Rugy n'est pas quelque chose de naturel et qu'il faudra bien un jour y mettre un terme. Et je ne crois pas que M. de Rugy, pas plus qu'il n'est parvenu à gagner la mairie d'Orvaux il y a cela 9 ans, je ne crois pas davantage qu'il gagnera la députation. Évidemment qu'Agnès a raison lorsqu'elle demande des politiques familiales fortes, un véritable accueil de la vie, une véritable politique nataliste, et ne pas simplement se contenter d'une sorte de malthusianisme comme nous le vivons actuellement en France, où la vie n'est plus considérée comme quelque chose d'important. Ce n'est plus considéré comme un facteur de puissance, en termes notamment de politique étrangère. Or la démographie, une forte démographie, c'est évidemment important. Évidemment, Éléonore, que tu as raison lorsque tu soulignes que le maintien de l'emploi à la centrale thermique de Cordemais est possible, puisqu'il y a eu cette transition d'ores et déjà engagée pour que la centrale, avec la cocombustion charbon-biomasse, soit moins polluante, ne soit pas moins productive. Donc, cette centrale, il faut la maintenir. Évidemment, Câlin, tu as raison lorsque tu rappelles régulièrement qu'il faut refonder notre éducation nationale, finalement. Il faut restaurer les principes qui devraient être ceux d'un véritable enseignement de qualité, et notamment les savoirs fondamentaux, lire, écrire, l'histoire aussi, le calcul, etc. Évidemment qu'il faut tout changer à ce niveau-là. Évidemment qu'Arnaud a raison lorsqu'il souligne qu'il n'est pas normal que des services publics de proximité comme le bureau de poste de Mauves-sur-Loire soient fermés au prétexte qu'ils ne seraient pas assez rentables, alors que nous sommes en plein dans le territoire de la métropole de Nantes, que l'on nous présente comme une sorte de bouclier pour nos équipements publics, pour nos services publics, pour notre économie, comme une sorte de structure qui va dynamiser
notre économie. Eh bien, si cette structure, finalement, conduit à une paupérisation des habitants qui la composent, ça n'est vraiment pas nécessaire de poursuivre cette métropolisation. Il faudra peut-être revenir en arrière à ce niveau-là, et naturellement, le maintien des bureaux de poste à Mauves-sur-Loire, mais également chez moi, à Saint-Nazaire, à Villeport et dans beaucoup d'autres communes. Vous savez qu'il y aura 2500 bureaux de poste qui vont fermer à horizon 2020. C'est essentiel, parce que c'est un service public de proximité qui ne peut pas être remplacé. Évidemment que Brigitte a raison lorsqu'elle souligne le drame de cette désertification au pluriel, désertification rurale, les déserts numériques, les déserts médicaux, ces zones où il n'y a plus d'activité économique, où il n'y a pas d'activité culturelle. Et évidemment qu'il faudra repenser notre aménagement territorial, y compris dans ces franges du département dont on nous dit qu'elles ne seraient pas intéressantes parce qu'encore une fois, elles seraient éloignées des centres urbains, éloignées de Nantes, alors qu'elles avaient tant d'industries intéressantes, l'industrie de la plasturgie, les forges, etc. Ce n'est pas parce que ces industries n'existent plus maintenant qu'il faut déconsidérer ces zones comme des franges dont les politiques publiques ne s'occuperaient plus désormais. Évidemment que Doris a raison lorsqu'elle défend le principe que la plage de la Baule-Escoublac ne soit pas privatisée parce qu'il est anormal que Veolia décide de son plein chef que cette plage n'est plus le patrimoine commun, non seulement des Gaulois, mais finalement des Françaises et des Français et des estivaliers qui voudraient y passer des vacances agréables, mais que ce sera demain le patrimoine privé d'un concessionnaire privé. Ça n'est pas normal, et Doris est dans le réel lorsqu'elle dénonce cela. Évidemment que Jean-Luc a eu raison à l'automne dernier de dénoncer le scandale de cette arrivée des migrants à Saint-Brévin-les-Pins dans, je tiens à le signaler, je tiens à le rappeler, un centre de vacances, me semble-t-il. Un endroit, ou un CCH, je ne sais plus, un endroit qui appartient aux Français, qui n'appartient pas à des migrants qui, de toute manière, ne sont pas des migrants issus de conflits en Syrie ou en Libye. Nous savons que ce sont des migrants économiques, et c'était donc une bonne chose de contester cette arrivée massive de migrants. Même si c'est 40 migrants, c'est déjà 40 migrants de trop. Et évidemment, Jean-Marc a raison lorsqu'il souligne que dans le vignoble, les vignerons ne sont pas forcément satisfaits de voir que demain leurs AOC, leurs appellations d'origine, et puis leur production sera peut-être contestée par non seulement ce traité TAFTA, ce traité CETA, ces méga-traités commerciaux de libre-échange, et puis que nous le voyons déjà, il existe des productions vinicoles en Californie et dans d'autres pays qui concurrencent abusivement nos productions parce que nous sommes incapables d'appliquer un protectionnisme intelligent, et notamment un protectionnisme agricole, puisque nous sommes, Arnaud l'a rappelé, dans la politique agricole commune. Vous êtes tous dans le réel, dans vos combats respectifs. Il vous reste quelques heures, quelques jours pour ceux qui seront qualifiés au second tour pour amplifier cette dynamique et montrer que, plus que jamais, la France a besoin d'une assemblée patriote. Merci.